Bonjour à toutes et tous, je suis Jérémy, je suis très heureux de vous accueillir sur Odile pour la première de Culturisme. Cette émission aura à cœur de mettre l'accent sur l'ensemble des femmes et des hommes qui font la culture sur notre territoire. Mais qui sont-ils vraiment? Quels sont leurs métiers et leurs missions sur l'ensemble de ces travaux? Quels sont leurs rôles également au cœur de cette société de plus en plus dématérialisée et où la culture est au final partout et accessible à tous? Justement, pour ce premier numéro, nous avons décidé de réfléchir sur cette notion de culture pour tous. Pour y répondre, j'ai le bonheur d'accueillir 4 invités à qui je vais donner la parole pour qu'ils se présentent. Alors bonjour, je m'appelle Étienne Duro, je suis metteur en scène, comédien avant tout, et membre de la compagnie Sipango qui est basée à Toulon-sur-Arroux, avec laquelle nous montons de nombreux spectacles et nous donnons de nombreux ateliers pour aller à la rencontre des publics. Bonjour, je suis Marc Dola, je travaille à l'ARC, la scène nationale du Creusot, je suis responsable des actions territoriales et assistant à la programmation. En 2 mots, mon métier, c'est choisir des œuvres et construire les conditions pour les mettre en partage avec des publics. Alors bonjour à tous, Nisrine Zaibi, donc je suis conseillère régionale. Avant ça, j'ai monté une association notamment axée sur la culture. Enfin, l'idée c'était de démocratiser justement la culture et la rendre accessible à tous, et notamment vivant dans un quartier populaire. J'avais à cœur justement d'ouvrir les temples, que j'appelle les temples, c'est les scènes nationales, qui à l'époque se recroquevillaient sur elles-mêmes, et aujourd'hui elles sont beaucoup plus ouvertes, et on en parlera plus longuement tout à l'heure si vous le voulez bien. Voilà, bonjour, moi je suis Eric Guinet, donc je suis, je représente le monde des MJC, je suis président de la MJC Héritant à Mâcon, donc militant de l'éducation populaire, et j'expliquerai un petit peu en quoi la culture nourrit l'éducation populaire aujourd'hui. Voilà. Ok, merci à tous. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat. Et pour rentrer tout de suite dans le sujet, je souhaitais vous poser une question à la fois large, mais qui va nous permettre également de définir un petit peu vos positions justement en tant qu'acteurs sur le territoire. Sur cette notion de culture pour tous, qu'est-ce que cela invoque pour vous? Et si moi je pouvais donner un petit peu mon ressenti sur cette notion-là, c'est que, n'est-ce pas du coup la définition intrinsèque de la culture, d'être accessible à tous? Alors qui souhaiterait déjà commencer par donner sa vision à lui de ce qu'est la culture pour tous? Je crois que la question est très, très, très ouverte. La notion de culture aujourd'hui, on sait qu'il y a des tentatives de définition officielle pour essayer justement de la comprendre et de la cadrer. Aujourd'hui, c'est une vraie question. Faut-il justement encadrer cette culture, essayer de la comprendre? Mais c'est vrai que là, ce que l'on nous présente aujourd'hui sur la culture, sur cette définition de la culture, on l'organise autour de 3 thèmes, le patrimoine, la création et les modes de vie. Mais tout ça, c'est peut-être un peu plus complexe, et on le verra, je pense, dans nos approches les uns les autres. Donc, pour moi, la culture pour tous, c'est vraiment le cœur de la démarche dans laquelle on s'inscrit, ce qui est toujours le paradigme de la politique culturelle du ministère de la Culture, qui est vraiment de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire l'idée de rendre les œuvres accessibles au plus grand nombre. Et effectivement, l'ARC construit cette démarche-là par le biais de tout un tas on va dire d'ateliers, de travail directement sur le territoire, c'est-à-dire d'aller au plus près des populations, également d'accueillir l'ensemble de ces populations dans l'ARC, dans notre bâtiment, mais surtout de faire cette démarche d'aller au plus près des publics. Alors, c'est vrai que moi, du coup, c'est plus l'aspect spectacle vivant qui va me parler dans Culture pour tous, et c'est cette idée aussi de démocratisation de la culture qui résonne au sein de notre compagnie, avec cette envie de décentralisation qui est née au siècle dernier. Et j'ai un petit peu la sensation, en tout cas, de faire partie d'une génération, en tout cas avec les gens que j'ai rencontrés au cours de mon cursus scolaire, d'avoir ce besoin d'aller un petit peu plus loin dans cette décentralisation, d'aller de pas s'arrêter aux villes, aux moyennes et grandes villes, d'aller au bout des chemins et d'aller un petit peu explorer le milieu rural. Merci. Moi, pour tenter de répondre à la question qu'est-ce que la démocratisation de la culture,
Il faut déjà essayer de définir ce que c'est que la démocratisation et la culture. Finalement, quand je vous écoute, j'ai peut-être pas forcément les mêmes définitions. Après, c'est normal parce que vous êtes tous dans vos domaines respectifs et donc vous avez une appropriation des termes qui sont peut-être différents selon ce qu'on fait au final. Et quand j'entends démocratisation, pour moi, ça évoque popularisation. Ça évoque aussi libéralisation des savoirs et finalement transmission ou peut-être partage. Et quand j'entends culture, pour moi, il y a plusieurs définitions. Il y a par exemple, je sais pas, l'enrichissement de l'esprit à partir d'exercices artistiques, par exemple. L'idée d'avoir une éducation culturelle, finalement. Ou est-ce que c'est un mode système de vie qui désigne une civilisation ? Là, on parle d'ethnie, etc. Et donc là, d'une façon transversale, on peut aussi imbriquer les activités artistiques avec et s'inspirer, par exemple, des civilisations et différentes ethnies. Et puis, il y a une autre définition que j'ai à cœur et qui me parle plus personnellement, c'est l'épanouissement finalement de la vie à travers ces activités pratiques que sont l'art, notamment, ou toute œuvre. Toute activité, que ce soit de l'ordre de, comme je disais, du côté artistique ou plus globalement ethnique. Voilà. Après, la démocratisation, c'est vraiment un beau mot. C'est un fronton. C'est comme si on mettait finalement liberté, égalité, fraternité sur le fronton des mairies. Et qu'est-ce que ça reflète aujourd'hui ? Et pareil pour la démocratisation de la culture, c'est un concept qu'on entend depuis même la création du ministère de la Culture, on en parlera tout à l'heure. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour permettre à tout public de pouvoir justement toucher du bout des doigts la culture dans son ensemble ? Ouais, moi, je voudrais reprendre la parole parce que tu voulais rebondir. Non, je voulais rebondir parce qu'en tant que militant d'éducation populaire, pour nous, comme je le disais tout à l'heure, la culture est un formidable levier et c'est un levier qui va nous permettre d'aller vers l'émancipation des gens. Et quand on parle de démocratisation, on parle de citoyenneté. Et la citoyenneté, sans remonter très loin jusqu'à Condorcet, mais enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas inné. Et il y a un moment, il va bien falloir mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour pouvoir justement permettre à chacune de grandir dans la société et d'être un acteur de la société. Donc c'est vrai que pour nous, la culture, c'est vraiment ce levier fort de la citoyenneté. Peut-être si je peux rajouter quelque chose. Oui, je t'en prie, Marc. Juste, non, mais sur le pourquoi. Enfin, moi, je suis persuadé que la culture, c'est une béquille sur laquelle on peut s'appuyer en cas d'accident de la vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul. On a fait plein d'œuvres, d'auteurs, de références. On a vécu des choses qui nous permettent de créer un petit matelas avec les accidents de la vie et qui permettent de mieux vivre tout ça, quoi. C'est vraiment, la culture permet pour moi de mieux vivre en tant qu'individu. Alors ensuite, évidemment, il y a toute la question du collectif et c'est ce qui permet aussi d'avoir des émotions en collectif et de travailler ensuite, comme tu disais, sur la notion de citoyenneté et de travailler ensemble à construire un autre collectif que ceux qu'on voit aujourd'hui, quoi, on va dire. En fait, quand je vous écoute, j'entends des mots forts et plus qu'intéressants sur ces notions de culture pour tous. Quand j'entends démocratisation, travail de vivre ensemble, d'émancipation par le biais de la culture, au même titre que par le biais de l'éducation, je pense que c'est deux piliers forts de notre société actuelle. Et justement, je voulais rebondir sur cette notion de vivre ensemble, de créer des choses ensemble, de créer du collectif au travers de projets culturels. C'est vrai que depuis les attentats, ces malheureux événements qui sont arrivés en 2015 en France, de nombreuses politiques ont été initiées et développées afin de favoriser cette notion de vivre ensemble, justement, et ainsi fédérer les publics et de créer des événements et des projets collaboratifs. Et je voulais justement avoir votre avis ou votre positionnement par rapport à tout ça, c'est-à-dire comment cela se traduit sur vos diverses composantes de travail et cela a-t-il eu une réelle incidence dans votre travail au quotidien, justement ? Je peux attaquer déjà ? Oui, tu peux. Nous, à la MJC, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après attentat 2015, notamment dans un certain nombre d'actions qui sont devenues de plus en plus fortes. Je pense à l'Université populaire qui a pris
une place beaucoup plus importante dans notre maison. C'est vrai qu'une MJC, c'est quelque chose de très multiforme, hein, avec des activités, des spectacles, mais il y a aussi du débat citoyen. Et c'est vrai que le débat citoyen, depuis ces moments douloureux, a pris une place tout à fait particulière dans notre structure. Et là, notamment, ça me permet d'annoncer que bien cette semaine, on va avoir, par exemple, un spectacle. En fait, ça va être un spectacle, c'est une lecture d'un texte de Charb qui s'appelle Lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Et ça, c'est typiquement le genre d'action qu'aujourd'hui on se sent tout à fait obligé de mener. Enfin, quand je dis obligé, c'est vraiment pour nous quelque chose qu'on a vraiment à cœur. Ça nous semble primordial de défendre ce genre de projet, même si sur ce genre de projet, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, on n'est pas forcément très suivi d'ailleurs par les politiques, quelle qu'elle soit, quoi. Au niveau financement, au niveau même portage, tout simplement. On s'aperçoit que c'est pas simple. Mais voilà, mais c'est vrai que pour nous, ça, c'est cette responsabilité du débat citoyen, on s'en sent investi de plus en plus. Si je puis me permettre pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a effectivement l'attentat avant-après, mais il y a aussi l'avant. Si je peux donner quelques mots très brièvement. Après, je ne fais pas de généralité et je ne veux pas donner mon cas, en exemple, comme si c'était un fait qui se passait, qui se déroulait finalement sur tous les territoires. Mais je me souviens, moi, quand j'avais 15 ans et que j'avais justement décidé de prendre en main finalement cette vocation qui me tenait à cœur, c'est-à-dire de m'engager pour la société et du coup à l'aube de ce qui s'est passé, les élections du deuxième tour avec Jean-Marie Le Pen arrivé au second tour. Donc ça nous a tous un peu marqué, moi, ma génération en tout cas, et la mienne. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter finalement à cette société qui va finalement mal, mais qui reflète pas la réalité de terrain. Et là, je m'investis, je monte ma propre association avec mon frère qui était artiste chorégraphe à l'époque. Et du coup, moi, j'avais pas forcément le talent qu'il avait. Et je me suis dit, je veux quand même contribuer. Et du coup, on a trouvé cette idée de rendre accessible la culture pour tous, et notamment les jeunes issus des quartiers populaires, dont j'en fais partie. Et je me suis dit, tiens, on va monter cette association. Donc, on a monté cette association pour justement travailler en lien avec des scènes nationales, et pas que, Conservatoire de Châlons. Moi, je suis de Chalon-sur-Saône, donc c'est un territoire différent du Creusot. Je l'expliquerai pourquoi. Et quand on a monté cette association, on s'est vu, nous, jeunes, motivés, ayant vraiment l'envie de rendre accessible la culture comme on nous le donnait en exemple finalement à l'école. On nous disait, mais il faut y aller, c'est pour vous, avec tous les bienfaits qu'on connaît finalement à travers ce qui vient d'être dit sur la question culturelle. On s'est dit, on y va. On s'est confronté finalement à ce plafond de verre, mais aussi à ces différents refus de la part des pouvoirs publics, qui ne voulaient pas forcément écouter un groupe de jeunes, notamment, sans forcément faire la victimisation, sans être dans la victimisation, mais voilà, vous êtes d'un milieu populaire, vous n'y connaissez rien, les cultures urbaines à l'époque, c'était pas du tout reconnu et porté, encore moins par les pouvoirs publics locaux ou intermédiaires. Et donc on s'est dit, mais comment jouer autrement pour pouvoir à exploser ce plafond de verre, qui, pour moi, j'appelle ça les subventions. Ce sont des plafonds de verre parce que sans moyens sans moyens financiers, mais tout ne se résume pas non plus à l'aspect financier. Bien évidemment qu'on peut faire beaucoup de choses sans forcément avoir un budget extensible. On a quand même réussi à faire des choses, tout simplement avec le vivre ensemble, ce vivre ensemble qu'on observait dans les quartiers. On avait cette diversité culturelle, cette diversité aussi des classes sociales, ce côté populaire qui faisait que la culture était vraiment la colonne vertébrale qui rassemblait tout le monde. C'était un langage commun finalement qu'on retrouvait. Et c'est pour ça qu'il y a cette dimension collective, mais il y a aussi cette part individuelle que tout à chacun, on peut l'avoir ou pas. Et c'est comment on fait justement pour débloquer ce côté « je ressens une émotion quand je regarde une œuvre », que tout le monde ne l'a pas, en fait, ce déclic. Donc, c'est ça aussi, rendre accessible la culture, mais à un moment donné, le citoyen a son rôle à jouer. L'individu a son rôle à jouer aussi dans la part prenante, finalement, de ce que c'est que la démocratisation de la culture. Et quand je parlais, justement, avant attentat, il y a eu aussi après l'attentat. Et malheureusement, j'ai pas du tout cette volonté d'être pessimiste, mais j'observe que, heureusement d'ailleurs, qu'il y a des acteurs comme vous sur le terrain qui fêtent et qui donnaient un sens, finalement, à l'engagement.
auprès de bon nombre de jeunes en difficulté, ou moins, peu importe les jeunes, moins jeunes. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a une dégradation finalement du vivre ensemble, alors qu'on devrait réagir autrement quand on voit ça, quand on voit cette volonté finalement des extrêmes qui veulent juste une chose, nous empêcher de nous réunir, nous empêcher de se battre pour avancer collectivement. Eh ben j'explose intérieurement et extérieurement finalement. C'est pour ça que je m'exprime en disant que oui, il y a une volonté, mais il y a une réalité qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de mener à bien des actions pour maintenir ce côté on est ensemble malgré la haine, malgré les attentats, malgré les divisions et les postulats, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans cette société, de parler de certains sujets qui sont amalgamés aujourd'hui, par exemple la question des croyances et des non-croyances. Ça aussi, il y a chacun son interprétation des textes de loi, qui sont la laïcité de 1905, qui fuse finalement dans les débats et qui crispe finalement notre société autour de ces questions, alors que l'essentiel n'est pas là, parce qu'on a vécu avant. Et maintenant, pourquoi on ne vivrait pas comme ce qui s'est passé depuis finalement ma jeunesse, autrement, voire plus, en rajoutant finalement des points positifs sur cette diversité culturelle, tout en luttant contre les obscurantismes, toute forme soit-elle. Mais la haine de l'autre, c'est ce qui finalement nous isole le plus. Et pour lutter contre ça, rien de mieux que des actions culturelles qui sont portées par des acteurs comme vous. Après, on parlera effectivement des financements, mais au moins, en tant que politique, je peux vous assurer qu'au Conseil régional, on a vraiment cette démarche de dire plus 12% sur la table l'année dernière, plus 12%. Après, c'est pas qu'une question, c'est pour ça que je vous disais que c'est pas une question que budgétaire, c'est comment on répartit finalement ces moyens-là. Avec qui, quel acteur autour de la table, et quelle action et quel objectif politique aussi on se définit pour accroître finalement ce vivre ensemble. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser, et c'est pas qu'une question finalement d'affichage budgétaire, parce que les étendards, je pense que les gens en ont marre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les observe finalement dans les rues avec les gilets jaunes, parce que c'est un tout, c'est un ras-le-bol. Enfin voilà, c'est une expression, je suis désolée, je suis longue, mais voilà, j'avais vraiment envie de le dire. Si je peux juste compléter deux choses, c'est la culture, c'est effectivement un outil, un très bel outil, mais que la société ne soit pas inclusive ou pas autant inclusive qu'on voudrait, c'est la vérité malheureusement. Donc on peut effectivement y travailler par le biais culturel, mais il y a d'autres biais, d'autres leviers que les politiques peuvent se servir, enfin avec lesquels les politiques peuvent se servir pour la rendre plus inclusive. Mais malheureusement, je pense que la culture ne peut pas tout, et surtout si elle est seule. Après, moi, je pense que c'est notre rôle aussi à nous, artistes, justement, tu parlais de ça, de permettre à des gens de s'exprimer. Et je pense, du coup, t'es conseillère régionale, donc je pense notamment à des dispositifs comme lycéens et apprentis au spectacle vivant, qui sont des dispositifs auxquels je participe, moi, par exemple, en tant qu'acteur, et auxquels je crois énormément. J'y crois parce que c'est aussi aller à la rencontre. Alors, je connais moins les quartiers populaires, mais j'ai vécu dans un petit bled à la campagne, et j'ai vu aussi les complications que ça amène d'accès à la culture. Et ce que j'aime moi dans ce dispositif, par exemple, c'est aussi d'aller dans des lycées agricoles, dans des CFA, aussi bien que dans des lycées généraux. Voilà. C'était la petite parenthèse, et je crois que oui, ce qui est important en tout cas, c'est de lutter et de pas donner l'impression à personne de pas avoir le droit à la parole. Et ça, c'est tout le boulot qu'on a à mener, nous, en tant qu'artistes, et qui est au cœur de notre démarche avec Cibrango, en tout cas. Oui, je crois qu'en plus, en complément, là, on évoquait le conseil régional, et il y a un intitulé du dispositif La culture pour tous, aussi, qui permet justement aux acteurs de terrain de prétendre à des subventions et des aides financières, au-delà même, comme on disait, au-delà d'aides financières, de soutien, de collaboration d'acteurs de terrain pour justement favoriser l'accès à la culture au plus grand nombre. Et c'est vrai que c'est important aussi, comme le dit Étienne, de rappeler que ce maillage du territoire, en tout cas l'accessibilité de la culture sur l'ensemble des territoires, ne se résume pas à cette fracture urbain-cité ou ruralité, ou sur des cibles en tout cas prédéfinies au préalable. Quand on parle de culture pour tous, j'imagine bien qu'on peut diversifier les publics dans leurs composantes sociologiques, CSP, voilà, toutes ces notions-là qui peuvent catégoriser les publics. Mais en tout cas, quand on développe des actions artistiques de terrain, c'est pas forcément en fonction de
l'habitat ou de l'environnement dans lequel évoluent ces divers publics. Et justement, je voulais rebondir sur les missions, par exemple, d'une scène nationale, Marc, où tu pourrais nous en dire plus justement sur toi, ton rôle propre, qui est de développer sur un territoire plutôt rural, justement, où il n'y a pas de structure culturelle ou d'opérateurs qui permettent justement au public d'avoir accès à une culture, et comment vous développez ces actions-là, et par des missionnements ou des cahiers des charges justement de tutelle liés à votre structure. Alors, de par le cahier des charges des scènes nationales, on est tenu à avoir un ancrage territorial. Alors évidemment, l'ancrage territorial est laissé à la discrétion de chaque directeur et de chaque projet. Donc nous, à l'Arc, on est inscrit sur un territoire assez large. C'est-à-dire qu'il y a tout le travail qu'on fait sur la communauté urbaine. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur des communes rurales au sein de la communauté urbaine de Creusot-Monceau. Par exemple, cette année, on a été à Saint-Firmin. On a fait plusieurs communes où on fait des tournées, on amène des spectacles qu'on propose aux communes pour des prix très modestes, pour permettre à ces communes-là d'être acteurs. Il faut qu'ils soient acteurs, les gens, moi, je considère. C'est-à-dire que c'est la commune qui achète le spectacle. Ensuite, on partage les recettes de billetterie. Au final, s'il y a un peu de monde, ça leur revient quasiment à rien. Mais il faut que chacun soit partie prenante de ces soirées-là, de cet accueil de spectacle. Et puis surtout, c'est le gros travail qu'on a fait en Charolais-Brionnais. Alors, grâce à la région, du coup, c'était le temps où c'était la région Bourgogne, où il y avait dans le volet aménagement du territoire tout un volet culturel. Et donc ce volet-là a disparu aujourd'hui. Ça a disparu du temps de la région Bourgogne seulement. C'était il y a 2 ou 3 ans de mémoire. Mais effectivement, pendant des années, pendant 10 ans, on a pu construire une saison culturelle à l'échelle du pays Charolais-Brionnais, c'est-à-dire sur les 120 communes du pays, où on a travaillé avec les acteurs culturels, parce qu'il y avait des acteurs culturels sur le territoire. Moi, les zones blanches dans le domaine culturel, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a partout une petite association, un petit groupe de théâtre amateur, voilà. Donc nous, à chaque fois, on a travaillé en amenant des spectacles. On est une scène nationale, donc on travaille sur la création contemporaine. À chaque fois, c'était l'idée d'amener effectivement du cirque qui fait comédien, enfin un circassien qui fait aussi comédien, ou un chorégraphe qui fait un peu de cirque. On a beaucoup travaillé sur la mixité des disciplines. Et avec ces spectacles-là, on faisait des traversées sur le territoire du Charolais. C'est-à-dire qu'on prenait un spectacle mardi soir sur une commune, je sais pas, au nord du territoire, et puis on traversait tout le territoire jusqu'au samedi soir. Ça jouait à chaque fois. Et donc on a fait ça pendant quasiment 10 ans. C'est-à-dire qu'on a construit un public, on a fini par structurer les acteurs culturels, en tout cas on a travaillé avec eux, puis on a construit un petit réseau où eux se sont mis à travailler eux-mêmes sans nous, ce qui était pour moi la victoire absolue. Et puis voilà, pendant 10 ans, on a fait ça. Donc ce travail-là est un peu malheureusement tombé à l'eau. Là maintenant, on travaille dans le cadre plus scolaire, puisqu'on travaille sur un CLEA, un contrat local d'éducation artistique, qu'on fait à l'échelle du pays, soutenu par la DRAC. Mais voilà, ce travail, moi, je l'ai trouvé fantastique, parce qu'on a travaillé sur des communes de 400 habitants, où on a, sur un spectacle de danse contemporaine, 120 personnes dans la salle. Je veux dire, nulle part, jamais ça arrive, ça, dans les villes un peu importantes, quoi. Voilà, donc c'est vraiment cette idée qu'on est arrivé à recréer entre guillemets, une micro-communauté au sein d'un village. Et la différence, elle est flagrante, parce qu'on n'invite pas les gens chez nous, dans notre maison, qui est la maison pour tous, mais dans notre maison. Là, on va jouer chez les gens. La salle des fêtes, elle leur appartient. Eux, ils ont fait le baptême des enfants là-dedans, le mariage de la petite fille. Donc ça change complètement le rapport, et je trouve que, moi, ça m'a paru très important. Ce public qu'on a mis 5-6 ans à structurer, il a un peu disparu. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai public qui nous suivait. Voilà. Et là, on y retourne, les choses sont un peu différentes. Et puis malheureusement, on sent que le tissu aussi, il s'est encore fragilisé. Là, on a tous vu ça, les différentes. Je crois qu'on voulait en parler à la fin des moyens, mais là, on va être obligé d'en parler. Mais avec la baisse des moyens des petites communes, voilà, tout ce tissu-là de professionnels, d'associations, il se fragilise. Et d'année en année, quand on y retourne, il y a toujours un peu moins de monde, il y a toujours un peu moins de gens pour faire le travail, pour accueillir, pour faire la com, pour faire voilà. Je trouve que ce tissu-là qui était si précieux, et on est en train de le perdre, donc c'est dangereux pour moi. Et tu évoquais aussi cette notion de rendre acteurs aussi les spectateurs ou les publics dans leur généralité. Et je voulais rebondir sur cette notion-là, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et qui, je pense aussi, Eric, doit te parler dans cette notion d'éducation populaire. Et Étienne également, sur tout le travail que tu peux faire dans le cadre du CLEA, parce que je crois également que Sipango
ta compagnie est dépositaire d'un contrat local d'éducation artistique avec la ville, principal, avec la ville de Toulon. Voilà, c'est ça. Et du coup, je voulais que vous rebondissiez un peu sur cette notion de spectateur-acteur ou d'acteur-spectateur, ou de comment on crée un public en le rendant acteur de son... Surtout qu'en plus, c'est une notion qui, entre proposer une programmation et puis faire de la médiation, parce que c'est finalement un peu ça qu'on fait. En plus, ça change complètement les choses, parce que par exemple, pour être éligible sur certains financements, notamment de la DRAC, on les a rencontrés nous cet été en espérant quelques aides, on s'aperçoit que quand on est dans cette démarche-là, on n'est pas forcément très aidé. On nous propose effectivement des subventions aussi pour des résidences d'artistes, des choses comme ça, mais qui sont pas forcément à notre portée, qui sont pas forcément dans notre projet. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, nous ce que l'on cherche, c'est et quand je parlais d'émancipation, c'est ça, c'est faire que nos publics s'emparent de ces actions, construisent des actions. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avant l'enregistrement de cette articulation entre artistes professionnels, artistes non professionnels, on préfère dire non professionnels qu'amateurs. Et c'est vrai qu'il y a, je pense que là, il y a quelque chose, il y a une rupture qui est dommageable, je pense, pour la culture, de ne pas prendre dans la globalité le parcours de la création artistique. Si je peux, après je laisserai la parole à Étienne. Non, alors nous on propose ce genre de choses, mais effectivement nous, alors moi j'appelle ça des aventures artistiques collectives, mais nous à chaque fois c'est vrai que ce travail-là de création, d'accompagnement des amateurs est mené par des professionnels. C'est-à-dire que voilà, nos missions, c'est pareil, c'est dans le cahier des charges. Notre mission, c'est vraiment de travailler avec des artistes professionnels. Et effectivement, on propose ce genre de choses, mais accompagné par des professionnels. Enfin, d'ailleurs, la compagnie Sipango nous accompagne. On a un atelier hebdomadaire à l'Arc de pratique théâtrale qui est mené par Julie Roux, metteuse en scène et actrice de la compagnie Sipango. On a fait ce travail-là aussi avec des gens des quartiers, avec des compagnies notamment musicales et de théâtre de rue. On a construit une parade avec des gens des quartiers. On fait ce genre de choses, mais c'est vrai que la différence, c'est que nous, on est sur de l'emploi de professionnels. Ça change rien du tout. Si je peux rebondir effectivement sur la notion d'éducation populaire et puis sur la question de la fracture territoriale, le rural, l'urbain. J'ai tendance à assister à bon nombre de débats finalement où on oppose tout le temps les territoires alors que les problématiques sont exactement les mêmes. L'éloignement finalement des services publics, l'éloignement aussi de finalement l'accès tout simplement à ces bienfaits qu'on retrouve finalement à travers des activités culturelles et artistiques ou même à travers la citoyenneté et l'engagement associatif. Et puis, justement, pour rebondir par rapport à l'éducation populaire, moi, je le vois bien depuis fort longtemps. Il y a eu un démantèlement de l'éducation populaire sur le plan... moi qui suis membre, par exemple, de la Ligue de l'enseignement depuis quelques années, j'ai à cœur d'œuvrer justement dans ce domaine-là, parce que pour moi, les valeurs intrinsèques de l'éducation populaire sont quand même définissent parfaitement le cadre qu'est notre débat actuellement, c'est-à-dire pouvoir injecter des valeurs, pouvoir transmettre aussi des éléments existentiels et importants aujourd'hui pour se retrouver finalement soi-même en tant qu'individu, mais aussi dans la société, notre place, se retrouver en soi. C'est ça les réponses qu'on recherche finalement à travers la culture, une thématique pareille. Et oui, j'ai le regret aujourd'hui d'observer ce démantèlement. Je me suis battue longtemps, moi, modestement, ça fait que 10 ans que je fais de la politique. Quoique 10 ans, c'est énorme. En 10 ans, c'est frustrant aussi de pouvoir être engagé finalement en politique et de ne pas pouvoir tout faire comme on avait l'envie dans ses débuts. En plus, quand on entre en politique, personnellement, c'était par erreur. Je dis toujours que c'est souvent... Non, je ne regrette en rien l'engagement qui est le mien aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était justement ce ras-le-bol qui était le plafond de verre quand j'étais militante associative, je le suis toujours, et quand on avait face à nous ces obstacles finalement qui étaient les institutions publiques qui ne nous reconnaissaient pas, au-delà même de l'attribution des subventions, mais qui ne nous reconnaissaient pas. Et la reconnaissance pour nous, elle est vitale en tant qu'acteurs de terrain.
Et donc, à un moment donné, j'ai aussi explosé le plafond de verre en me disant pourquoi pas nous ? Pourquoi pas prendre effectivement des responsabilités à l'échelle locale pour pouvoir inverser la tendance modestement ? Et puis, l'aventure m'a amené à la région. Effectivement, j'ai œuvré pendant un mandat sur la question de jeunesse. Donc, quand j'étais à l'époque déléguée à la jeunesse en transversalité sur les compétences de la région, du coup, on travaillait énormément justement à l'accès à la culture, mais pas que, parce que, comme il le dit, c'est pas que la culture qui va résoudre tous les maux de la société. Mais il faut miser justement sur ces éléments que sont l'engagement, l'accès à la citoyenneté, l'accès à la culture. Et concrètement, il y a des visions politiciennes qui ont œuvré dans un sens contraire, parce qu'il y a deux sortes d'objectifs en politique. C'est soit finalement on abrutit, je suis désolée, un peuple pour mieux la servir, mais vraiment, ou soit on injecte au contraire tous les moyens et on leur donne les moyens finalement de pouvoir s'opposer aux décideurs qu'est le politique. Et ça, c'est une prise de risque. Donc à partir du moment où on est décideur politique, est-ce qu'on accepte effectivement cet affront venant finalement de la masse populaire, et du coup, au contraire, d'éduquer pour qu'il y ait une conscientisation finalement des débats dans notre société. Et c'est tout le débat depuis fort longtemps. Mais moi, je le dénonce fortement. Moi, la première, je suis de l'autre côté de la barrière aujourd'hui. Je suis plus actrice militante de terrain, même si j'ai à cœur d'être sur le terrain. Et oui, je le dénonce, mais à l'intérieur même, finalement, des institutions, parce que c'est elles les premières fautives, parce qu'on a tendance aussi à raisonner par des cases. Les budgets, on rentre finalement dans des lignes, dans des cases, où on rentre pas dans les cases. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui pour bon nombre d'acteurs comme vous. Et c'est à nous d'œuvrer pour casser ces cases, encore une fois, comme le plafond de verre, pour permettre à cette liberté d'expression, finalement, d'exister et d'être présente à travers des actions que vous proposez. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est vrai que celle des dispositifs, parce que c'est ça dont tu parlais, aujourd'hui, on est beaucoup de financements sont liés à des dispositifs, alors que nous, ce qu'on attend, c'est surtout de financer des projets. Et des projets, c'est pas des projets qui sont des petits projets, en plus c'est des projets de société. Comme tu disais, il y a beaucoup et peut-être pas assez, de responsables politiques qui se sont formés, qui sortent des rangs de l'éducation populaire. C'est notre grande fierté d'ailleurs, d'avoir des gens qui se sont construits à travers ce qu'ils ont pu vivre dans nos maisons à travers le projet. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une véritable rupture, qui est regrettable. C'est vrai qu'on aimerait être un peu plus pris en compte pour ce que l'on est. Alors dans les discours, on est toujours les meilleurs. Et c'est vrai que c'est après. Il y a un élément aussi qu'il faut prendre en compte. En fait, ça s'est passé quand ? À l'époque de Xavier Bertrand, sans forcément mettre la gauche-droite, peu importe, là on politise pas le débat, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il y avait l'idée de quantifier les résultats, les objectifs, et du coup de pas prendre en compte le côté qualitatif aussi du projet. Et on a été dans cette vision finalement, de par la raréfaction finalement des finances publiques, parce qu'on a bien vu qu'il y avait la dette accroît, et puis les finances finalement elles seraient, alors que franchement on n'a jamais été aussi riche que jamais en fait en France. Mais c'est paradoxal, mais c'est une réalité aussi. Et donc de fait, quand on est en responsabilité politique, c'était un peu l'hypocrisie de dire mais on fait, mais on ne veut pas tout arrêter, mais on veut faire, mais un peu. Et c'est cette notion finalement des dispositifs qui est venue sur le terrain, et on a abandonné ces conventions de 3 ans pluriannuelles qui au contraire permettaient à une structure de se construire sur la durée, et qui elle ne se contentait pas finalement de répondre à des appels à projets, de passer son temps finalement dans un bureau pour essayer de répondre à différents appels à projets et obtenir le peu de moyens. Et ça, et encore quand elle est au fait des différents outils qui existent, parce que il y a aussi une question finalement de lisibilité des programmes qui existent, et ça c'est la question de l'accès finalement à la subvention publique pour pouvoir œuvrer sur les territoires. Moi je rejoins totalement ces... Avec des effets terribles d'associations qui réécrivent leurs projets pour rentrer dans les cases. Dans les cases, on l'a vu tous, à certains moments il fallait plutôt aller sur tel type d'action plutôt que d'autres, et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de la responsabilité politique, je me permets de te dire, mais c'est vrai qu'elle est importante aujourd'hui. Oui. Et puis, sans parler que ça ne laisse pas de place à l'innovation. C'est-à-dire qu'on remplit des cases, c'est tout. On n'a plus le moyen d'inventer, de construire des choses ensemble entre deux partenaires, entre un territoire et une maison comme la nôtre, par exemple. C'est plus possible. Il faut absolument rentrer dans les cases.
le même, je dirais plus pire encore, on a cette impression finalement que c'est cette institution publique ou le pouvoir politique finalement qui va, elle, avoir la prétention d'innover pour vous en créant des dispositifs ou en créant des règlements d'intervention. Et du coup, ça limite finalement l'exercice, au contraire, cette liberté sur les territoires de pouvoir décider de créer quelque chose qui ne rentre pas dans ces cases-là. Et ça, c'est vraiment au contraire, c'est dangereux parce que finalement, c'est le politique qui vous drive. Et pour moi, ça me pose réellement question. Donc oui, je joue double jeu là parce que c'est pas évident d'être dans un débat et de dire je suis politique, pas politique, mais où est ma place? Mais je me la pose tous les jours. Mais clairement, non, parce qu'il faut se dire à un moment donné, il faut se battre aussi à l'intérieur pour pouvoir faire évoluer les consciences. Et voilà, modestement, moi toute seule, j'essaye tant bien que peu. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue justement sur ces deux casquettes et ta place de citoyenne aussi dans ce débat-là. C'est surtout le rôle aussi de votre présence ici, c'est que vous êtes, avant d'être des acteurs de terrain, vous êtes des citoyens avec une pensée libre et des opinions sur le cadre et la société dans laquelle vous vivez. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette démarche de discussion et de débat sur ces questions-là. Eh bien, merci à tous. C'est la fin de cette première partie consacrée à cette thématique. Nous serons très heureux de vous retrouver très prochainement sur Odile pour la deuxième partie de ce débat consacré à la culture pour tous. Et en attendant, nous vous souhaitons une très belle soirée et à bientôt.